L'Iran n'a plus rien pour l'arrêter, parce qu'aujourd'hui, il a l'avantage. Il sait comment frapper Donald Trump là où ça fait mal. L'Iran ne regarde pas ce que fait Benjamin Netanyahou, parce qu'il considère que Donald Trump ne peut pas l'arrêter. Et si c'est le cas, alors Donald Trump fera ce qu'il a dit. Il dira à Netanyahou, « Tu es seul », et il ne le défendra pas. Il ne lui fournira pas de munitions. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lena Petrova et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de World Affairs in Context. Je suis vraiment ravie de la conversation que nous allons avoir aujourd'hui avec Elijah Magnier. Cette semaine a été particulièrement intense dans les relations entre les États-Unis et l'Iran et je suis sûre que beaucoup d'entre vous cherchent à y voir plus clair. Elijah est analyste politique et correspondant de guerre chevronné avec plus de 35 ans d'expérience à couvrir le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Il publie ses analyses sur son site ejmagnier.com que je lis régulièrement et que je vous recommande vivement. Je mettrai le lien dans la description ci-dessous. N'hésitez pas à soutenir son travail. Elijah, bienvenue à nouveau dans l'émission. Je suis ravie de te revoir et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Lena, et merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être avec vous. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Elijah, ces dernières 24 à 48 heures, Trump a déclaré qu'ils avaient conclu, je cite, « un grand accord avec l'Iran qui serait signé ce week-end en Europe ». Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a répondu qu'aucune décision finale n'avait été prise et que les informations sur une signature imminente étaient très prématurées. Téhéran confirme toutefois qu'il ne renoncera pas à ses lignes rouges et souligne que Washington change sans cesse de position dans les négociations en se contredisant régulièrement. Alors, est-ce que Washington et Téhéran se rapprochent d'un accord négocié ou au contraire, est-ce qu'on se dirige vers une confrontation militaire plus intense à l'échelle régionale? C'est une très bonne question. Mais permettez-moi d'abord de donner quelques détails sur ce qui s'est passé 2 jours avant l'annonce de Donald Trump concernant l'accord final, qui, soit dit en passant, est loin d'être un accord final. Alors voilà ce qui s'est passé. Mercredi, une délégation qatari s'est rendue en Iran à la demande du président Trump pour négocier avec les Iraniens. La négociation portait sur le cadre en 14 points que l'Iran avait transmis aux États-Unis il y a quelques mois et dont pas une seule syllabe n'a été modifiée. Au contraire, Trump a essayé d'en changer 2 points, mais les Iraniens ont totalement rejeté cette idée. Ils ont dit « Voici notre cadre, et c'est sur cette base que nous sommes prêts à travailler. » Et la délégation qatari a quitté l'Iran en disant que Donald Trump avait donné son approbation. Quelques heures plus tard, Trump a annoncé qu'il allait frapper l'Iran très fort, en pleine nuit, parce qu'il ne pouvait plus attendre et qu'il avait perdu patience. Les Iraniens ont été assez surpris, car ce n'est pas ce que les Qataris leur avaient dit. Et puis, Donald Trump a lancé 49 missiles Tomahawk sur différentes cibles vides qu'il avait déjà repérées. Il n'y avait aucun personnel sur ces sites. Cependant, ils se trouvaient le long du détroit d'Ormuz. L'Iran a riposté de la même manière, en visant les aéroports koweïtiens, les bases américaines au Koweït et à Bahreïn, le centre de commandement et de contrôle de la 5e flotte, ainsi que la Jordanie, où sont stationnés les F-15, F-16 et F-35 sur la base militaire et l'aéroport d'Al-Azraq. Le lendemain matin, Donald Trump a déclaré « Je vais frapper l'Iran très fort, encore une fois, cette nuit ». Et puis quelques heures plus tard, sans aucun détail, sans aucun contact ni communication avec les Iraniens, il a annoncé qu'il avait conclu un accord parfait, celui qu'il avait toujours voulu. Les Iraniens ont donc compris que les 49 missiles Tomahawk
avait été tiré pour faire croire au monde que c'était grâce à eux que l'Iran avait accepté l'accord. Comme s'il disait « S'il vous plaît, arrêtez de bombarder, nous acceptons votre accord ». En réalité, il s'agit du cadre iranien en 14 points, et rien n'a changé. La seule chose qui a changé, c'est que l'Iran a accepté de s'engager, par l'intermédiaire de la délégation qatari, à transmettre à Trump qu'il ne fabriquerait pas de bombes nucléaires et n'en achèterait pas non plus. C'est un engagement qu'ils avaient déjà pris en 2015 auprès de Barack Obama, mais qu'ils ont simplement répété à la délégation qatari. Et ça, c'est la victoire de Donald Trump. Celle qui a réussi à obtenir de l'Iran quelque chose qu'ils n'avaient jamais voulu faire, et qu'ils ne font d'ailleurs pas. Donc Donald Trump s'est réveillé le lendemain, c'était hier, et il a commencé à crier victoire, à dire qu'il avait conclu un accord, que tout était parfait. Puis il a commencé à expliquer sa propre version de l'accord, mais pas le cadre en 14 points. Et dans ce cadre, je peux vous le dire, il n'y a absolument aucune chance que l'Iran accepte de donner à un autre pays ou d'abandonner son uranium enrichi à 60%. En revanche, il peut le ramener à 20%, puis à 3,67%, mais seulement quand toutes les divergences auront été levées. Et cela inclut la levée permanente de toutes les sanctions contre l'Iran, le retour de 100 à 120 milliards de dollars jusqu'au dernier centime, la fin de la guerre sur tous les fronts et le rétablissement de la navigation dans le détroit d'Ormuz comme avant la guerre. Attention, soyez prudents. On parle de navigation. Personne ne parle de frais pour les services ou la sécurité, mais ils disent que la navigation, c'est-à-dire tous les navires et les pétroliers encore bloqués, pourra reprendre beaucoup plus vite. Et là, Donald Trump est sorti en disant qu'il avait remporté une victoire secrète, qu'il avait réussi à faire sortir du détroit d'Ormuz 100 millions de barils de pétrole. Si je dis au monde 100 millions de barils de pétrole, beaucoup de gens qui n'ont aucune idée de ce qui s'est passé ces 100 derniers jours vont se dire « Waouh, quel super-héros !» Mais ils ne savent pas que le marché manque d'1,2 milliard de barils de pétrole qui sont restés bloqués. Et ils n'ont pas été sortis du détroit d'Ormuz. Donc, s'il a réussi à en faire sortir 100 millions, ça représente moins de 10% de ce qui manque au monde. Parce qu'avant la guerre, on savait très bien, c'est public, on le trouve sur Google, qu'il sortait au moins 20 millions de barils par jour du détroit d'Ormuz. Sur 100 jours, ça fait 2 milliards. Alors s'il a réussi à en faire passer 100 millions en contrebande, les Iraniens, eux, ont réussi à en faire passer beaucoup. Mais ils ont aussi laissé passer un peu de pétrole irakien et celui d'autres pays par le détroit d'Ormuz, mais en très petite quantité. Alors, où en est-on maintenant? Ce matin, Donald Trump s'est réveillé et a commencé à attaquer l'Iran en disant qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Ce n'est pas l'accord, selon lui. Ils ont divulgué des détails, parce que dans ces détails, il y a un point sur lequel l'Iran insiste. La fin de la guerre au Moyen-Orient. Cela veut dire le Liban et Gaza, et le retrait de toutes les forces israéliennes de tous les territoires occupés pendant la guerre au Liban. En clair, Israël devrait arrêter de se battre et se retirer, et Israël a immédiatement répondu « Nous ne partirons pas ». Et Donald Trump comprend à quel point cela va être difficile pour Benjamin Netanyahu de lui demander de partir. Et c'est pour ça qu'il y a quelques jours, il a dit « Eh bien, Benjamin Netanyahu ne se présentera peut-être pas aux élections. » Et le parti Likoud de Netanyahu a répondu « Il se présentera et il gagnera. » Netanyahu a compris ce que Trump voulait dire parce qu'il va le pousser à quitter le Liban, et Netanyahu va répondre « Je ne pars pas. » Donc, à un moment donné, il y aura un affrontement entre les deux, mais seulement quand le cadre aura été approuvé et signé.
Et ce ne sera pas tout de suite, parce qu'il reste des points à clarifier, à cause de l'annonce de Donald Trump et de sa propre interprétation de ce qu'il considère comme un accord cadre pour lancer les négociations sur les 60 prochains jours, renouvelables, à mon avis, pour au moins 6 mois supplémentaires. Elijah, passons rapidement à la partie sur les négociations, parce que pour négocier, il faut évidemment avoir un rapport de force. Le détroit d'Ormuz a été un outil très important dans cette guerre, bien sûr. Les stocks mondiaux de pétrole devraient chuter brutalement entre la fin juillet et le début août, ce qui veut dire que Téhéran n'est peut-être pas vraiment pressé. Il n'a aucune raison d'accepter un accord qui ne répond pas à ses préoccupations de sécurité, ni au point que tu viens d'évoquer, parce que son levier d'influence augmente en réalité à mesure que les stocks de pétrole diminuent dans le monde. Quelle est, selon toi, la marge de manœuvre de Téhéran dans ces négociations et la capacité de Trump à forcer l'Iran à conclure un accord? Très bonne question. D'abord, Barack Obama a réussi à conclure un accord avec l'Iran parce qu'il menaçait d'utiliser la force militaire, et l'Iran ne voulait pas tenter sa chance face au pays le plus puissant du monde. Alors l'Iran a dit « Je signe un accord, même s'il n'est pas parfait ». Les Iraniens n'étaient pas d'accord sur le fond, mais ils l'ont accepté pour éviter la guerre. Aujourd'hui, le pays le plus puissant du monde et la plus forte armée du Moyen-Orient ont soudainement attaqué l'Iran en pleine négociation à 2 reprises, puis ont déployé toute leur puissance. Les Israéliens ont mené 12 000 frappes, les Américains 18 000. Donc en tout, à peu près 30 000 attaques contre 30 000 cibles et objectifs en Iran. Et l'Iran a dit, très bien, je peux survivre à ça. Alors, quelle carte l'Iran a-t-il commencé à sortir? Parce que tous ceux qui sont contre le gouvernement, comme ceux qui le soutiennent, se sont rangés du côté de la nation, du pays, face à ceux qui détruisent leur patrie. Si vous voulez changer le système en place, c'est que vous voulez que votre pays aille bien, pas qu'il soit détruit. Donc même ceux qui sont en désaccord avec le gouvernement n'acceptent pas et ne soutiennent pas les bombardements israéliens et américains. C'est pour ça qu'ils se sont tous ralliés derrière le système en place et l'ont soutenu. L'Iran se retrouve donc dans une position optimale, malgré les dégâts qu'il a subis. Et ce n'est pas rien. Cependant, il a survécu. Et tous les objectifs annoncés par les Israéliens et les Américains n'ont pas été atteints. Alors, l'Iran dit « Je ne suis pas pressé. Je ne signerai aucun accord tant que toutes les sanctions ne seront pas levées et complètement supprimées, que tout mon argent ne sera pas restitué et que je ne pourrai pas utiliser le détroit d'Ormuz pour négocier au nom de mes alliés au Moyen-Orient. Et s'ils n'aiment pas ça, et qu'ils veulent déclencher une guerre sans véritable objectif, frapper la tour de contrôle le long du détroit d'Ormuz ou quelques îles, ça ne changera rien au système en place. Ça ne réduira pas la capacité de l'Iran à attaquer ou à se défendre. Au contraire, pour la première fois dans l'histoire moderne, Israël a été attaqué par un pays, le même mois, 1 an, après qu'Israël ait affirmé avoir détruit les capacités de l'Iran. Et quelques mois plus tard, 100 jours plus tard, quand les Américains et les Israéliens ont lancé une nouvelle attaque en disant qu'ils avaient complètement anéanti tout ce qui était militaire en Iran. En prenant cette initiative, l'Iran n'était pas sûr que les Américains ne rejoindraient pas les Israéliens dans une guerre. Mais en défiant Israël, cela veut dire que l'Iran était prêt pour une guerre ouverte. Et ça, c'est très significatif. Aujourd'hui, les Iraniens disent clairement « Si vous voulez encore nous tester, sans véritable objectif, alors nous avons le Bab el-Mandeb. » Et si vous insistez, alors nous fermerons la mer Rouge. Et si vous insistez encore davantage,
alors nous fermerons la Méditerranée. Qu'est-ce qui va arriver à l'économie mondiale? Elle va s'effondrer complètement. Nous allons souffrir. Vous et moi allons vraiment souffrir. Parce que si tous ces passages sont fermés et qu'on parle de plus de 60% du trafic, de l'économie et de l'énergie mondiaux qui passent par là, tout sera bloqué. Avec la Méditerranée, Bab el-Mandeb, 18 à 19%. Bab el-Mandeb encore, 22% pour la Méditerranée et 20% pour le détroit d'Ormuz. Si on additionne tout ça, on se rend compte qu'on est dans une situation très grave si l'Iran met sa menace à exécution. Et l'Iran n'a rien pour l'arrêter. Parce que maintenant, il a l'avantage. Il sait comment frapper Donald Trump là où ça fait mal. L'Iran ne regarde pas ce que fait Benjamin Netanyahou parce qu'il considère que Donald Trump ne peut pas l'arrêter. Et s'il ne le fait pas, alors Donald Trump fera ce qu'il a dit. Il dira à Netanyahou, « Tu es seul ». Il ne le défendra pas et ne lui fournira pas de munitions. Eh bien, Benjamin Netanyahou a tenté sa chance en juin 2025. Et selon Donald Trump, au bout de 5 jours, il a commencé à crier à l'aide, demandant à Donald Trump d'aller parler aux Iraniens pour arrêter la guerre. Donc oui, vous avez raison, l'Iran n'est pas pressé et il a un moyen de pression sur les Américains. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça en détail. Je pense que c'est vraiment important de comprendre la situation dans son ensemble, de savoir ce qui se passe en ce moment et aussi de voir quelles sont les chances d'arriver à un accord. Ce matin, j'ai remarqué qu'il y avait des informations selon lesquelles l'administration Trump aurait délibérément empêché les Israéliens cherchent à connaître les détails de ce nouveau protocole d'accord ou du projet d'accord. Pouvez-vous nous en parler? En particulier, ce qui semble être un écart évident entre la capacité de Trump à freiner Netanyahou et celle de Netanyahou à influencer le processus de décision à Washington. Et puis, il y a aussi la volonté apparente de Trump de mettre fin au conflit et de trouver une forme de solution qui n'impliquerait pas d'option militaire. Il y a un point commun, je dois le dire, entre Netanyahou et Donald Trump. Tous les deux ont réussi à obtenir quelque chose dans cette guerre. Aujourd'hui, ils peuvent se vanter d'avoir empêché l'Iran d'avoir une arme nucléaire, que l'Iran ne veut même pas. Et Benjamin Netanyahou est apparu sur les réseaux sociaux il y a quelques heures à peine, en déclarant « Nous avons réussi à empêcher l'Iran d'avoir une arme nucléaire ». Franchement, c'est une moquerie. Mais admettons, jouons le jeu de cette moquerie. L'Iran dit en somme, si ça vous rend heureux, alors allez-y, proclamez votre victoire. Et le reste du monde sait très bien que tout cela n'a aucun sens. Les différences entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou, elles, sont considérables. Voici ce qu'a dit le vice-président Vance. Les intérêts des deux parties ne coïncident pas toujours. Et ce qu'il voulait dire d'abord, c'est le cessez-le-feu au Moyen-Orient. L'Iran ne représente aucun danger pour les États-Unis d'Amérique. C'est à 10 000 kilomètres. L'Iran ne possède pas d'armes nucléaires. Selon le TNP, le traité de non-prolifération, l'Iran a le droit de produire de l'uranium enrichi, même à 90 ou 93%, tant que 2 conditions essentielles sont respectées. Le contrôle et la transparence. Tant que les inspecteurs de l'AIEA peuvent surveiller et que l'Iran garantit une transparence totale grâce à des inspections inopinées, alors l'Iran ne représente aucun danger, ni pour ses voisins, ni pour les États-Unis. Cependant, l'Iran représentait une menace pour le projet israélien d'expansion vers le Grand Israël, pour le plan de Benjamin Netanyahou, qui s'est proclamé la superpuissance du Moyen-Orient. Selon lui, une fois l'Iran vaincu, tous les pays arabes feraient la queue pour venir frapper à sa porte, implorant de conclure un accord avec lui et de signer les accords d'Abraham.
L'Iran est donc un obstacle au plan de Benjamin Netanyahou, un plan qui n'a rien à voir avec les intérêts ni avec la sécurité nationale des États-Unis. À moins que l'Amérique ne se considère elle-même comme Israël, et que tout ce qui contredit le grand rêve israélien d'un grand Israël soit perçu comme une atteinte à l'Amérique. Dans ce cas, oui, cela lui nuit dans ce sens-là. Mais je ne pense pas que la grande majorité des Américains croient la même chose que les républicains de l'élite, que ce soit au Congrès, au Sénat ou dans l'administration de Donald Trump aujourd'hui. Donc, c'est dans l'intérêt de Donald Trump d'arrêter la guerre. En revanche, ce n'est pas dans l'intérêt de Benjamin Netanyahou de l'arrêter. Il a des élections à venir. Il a promis à son peuple qu'il allait détruire le Hamas, détruire le Hezbollah, détruire l'Iran et changer complètement le système de pouvoir. Il a échoué à détruire le Hamas. Il est toujours à Gaza, toujours au pouvoir. Le Hezbollah continue de se battre. D'après les statistiques de l'armée israélienne, le Hezbollah a tué et blessé chaque jour 15 officiers et soldats au cours des 3 derniers mois. Ils ont compté 30 morts et environ 1300 blessés, ce qui fait à peu près 15 par jour. Donc le Hezbollah reste très actif et l'armée israélienne reconnaît qu'il est impossible de vaincre le Hezbollah. Elle a donc changé d'objectif en disant « Nous voulons repousser le Hezbollah à 10 km des frontières pour assurer la sécurité du nord d'Israël. » Mais le Hezbollah possède des missiles qui peuvent atteindre 400 km. Alors, comment peut-on parler de sécuriser le nord quand les missiles du Hezbollah peuvent frapper Eilat tout au bout du territoire occupé par Israël? Il n'y a donc aucun sens dans ce que disent les Israéliens, et ils le savent très bien. Ce n'est pas non plus la préoccupation de l'Amérique, parce que les Américains se satisfont de la résolution 1701, celle où le Hezbollah s'est retiré du sud du fleuve Litani et où les Israéliens se sont complètement retirés de tout le territoire libanais occupé. Mettons donc un terme à tout cela, car l'absence du Hezbollah au sud du Litani les empêche de s'approcher des frontières. Par conséquent, ils n'attaqueront pas. Et il n'y a aucune raison d'attaquer Israël, puisque les Israéliens n'occupent pas un seul centimètre du territoire libanais. C'est là que les intérêts d'Israël et des Américains deviennent incompatibles. Encore une fois, il y a la question du programme de missiles. Israël demande que le programme iranien soit limité à 300 km, ce qui permettrait d'atteindre le Koweït, mais pas Israël. Et les Américains disent, tant qu'on a un accord avec les Iraniens, tant qu'ils ne sont pas sous sanctions. Et je vais expliquer pourquoi. Il n'y a pas de crainte à avoir vis-à-vis de l'Iran. Parce que l'Iran n'a jamais attaqué un pays voisin, sauf dans cette guerre illégale, où l'Iran a frappé toutes les bases militaires, les bases américaines et celles du Golfe. Les Nations unies lui en donnent le droit, selon l'article 33.14, d'attaquer tout pays qui apporte un soutien à celui qui attaque l'Iran. Donc, l'Iran n'a pas de problème avec les Américains, dans ce sens-là. Et l'Iran était prêt à discuter avec les Américains et les Européens. Bien sûr, la plupart des contrats signés après l'accord de 2015, le JCPOA, sont allés à l'Europe. Alors Donald Trump a dit « Ça m'énerve ». Et les Iraniens ont répondu « Sur la table, on a entre 3 et 4 000 milliards de dollars de contrats pour les États-Unis. Venez les chercher, vous n'avez pas besoin de sanctions. » Autrement dit, pas besoin de méthodes coercitives pour obtenir ce qu'on peut avoir par des négociations normales. Les Iraniens seraient ravis d'ouvrir leurs portes aux entreprises américaines, tant qu'elles ont quelque chose à offrir. C'est là que le problème se pose avec les Israéliens. Les Israéliens veulent un chaos total en Iran. Les Iraniens sont montés à 20% en 2020, quand les Israéliens ont assassiné le directeur du programme nucléaire, Fakhrizadeh. Et ils sont passés à 60% en 2021, quand la CIA
et le Mossad ont attaqué l'installation nucléaire de Fordow avec un logiciel malveillant, provoquant des explosions internes qui ont été maîtrisées. C'est à ce moment-là qu'ils ont atteint 60% parce que Donald Trump avait quitté le JCPOA et renforcé la pression maximale sur l'Iran. Donc l'Iran est très content de se débarrasser de ce 60% parce qu'il a désormais le savoir-faire pour faire ce qu'il veut, avec n'importe quel taux d'enrichissement, à tout moment. Ils ont l'uranium enrichi. Ils ont des centrifugeuses plus modernes que les IR-1, jusqu'aux IR-8, les plus avancés et les plus rapides, capables de produire n'importe quel niveau d'uranium enrichi, à n'importe quelle vitesse. Le savoir est là. Et les Américains, eux, ont simplement besoin de transparence et de vérification. Et ils l'avaient. Quand Donald Trump est sorti en disant que tous ceux qui travaillaient dans ces installations nucléaires portaient un badge avec un nom comme Muhammad ou Ali, parce qu'il les avait vus sur une vidéo transmise par satellite, avec le consentement de l'Iran, à l'AIEA, qu'il avait ensuite donné aux Américains, ce qui n'est pas légal. Eh bien là, il y a déjà un problème. Mais il y en a un autre. L'AIEA est censé condamner les États-Unis et Israël pour avoir bombardé une installation nucléaire. Les Israéliens et les Américains ont bombardé la centrale nucléaire civile de Bushehr, exploitée par les Russes, et ils n'ont rien dit. Les inspecteurs n'ont pas prononcé un mot. Raphaël Grossi, le directeur général, ne les a pas condamnés. En 1981, l'AIEA avait condamné, et les Nations Unies aussi, Israël pour avoir bombardé les réacteurs irakiens en construction. Alors pourquoi n'ont-ils pas fait la même chose avec l'Iran? C'est pour ça qu'il n'y a plus de confiance. Elijah, avant qu'on parle du Liban, je voudrais te poser rapidement une question sur le dossier nucléaire. L'Iran possède 441 kilos d'uranium hautement enrichi à 60%, comme tu l'as mentionné. Bien sûr, pour être considéré de qualité militaire, il faut un enrichissement d'environ 90% ou plus. Les négociations en cours semblent viser en réalité un accord politique et sécuritaire provisoire, pas un véritable accord nucléaire complet avec l'Iran. Et juste quelques heures après que l'administration Trump a annoncé la possibilité qu'un accord soit signé pendant le week-end, Netanyahou a publié une annonce disant que, tant qu'il sera Premier ministre d'Israël, l'Iran n'aura pas d'armes nucléaires. Alors que, comme tu l'as rappelé, l'Iran n'a en fait jamais cherché à en développer. Il semble donc qu'Israël ne tolérera pas que l'Iran conserve son stock d'uranium enrichi à 60%. Est-ce que cela veut dire qu'une solution diplomatique durable et significative est tout simplement impossible? Est-ce que c'est hors de portée, par défaut, tant qu'Israël influence les décisions de Washington? L'accord est possible. Les 60% peuvent disparaître du jour au lendemain. Les Iraniens peuvent le retraiter, le transformer et le ramener à un taux bien plus bas, tant qu'il y a de la confiance. Mais voilà, les Iraniens sont allés voir les Qataris, les Saoudiens, les Omanais, le Pakistan, l'Inde, la Russie et la Chine. Ils ont demandé « Est-ce que vous garantissez Donald Trump ?» Personne n'a dit oui. Personne n'a garanti Donald Trump. Le problème pour les Iraniens, c'est que s'ils signent un accord qui dit que, dans 60 jours, les 60% d'uranium doivent disparaître, ils se retrouvent sans levier immédiat, même s'ils savent qu'ils peuvent en produire à nouveau. Mais ça prendra du temps, et ils devront le cacher. Et ensuite, on va se retrouver avec un problème avec l'AIEA. Et là, le monde dira qu'on a de mauvaises intentions. Et encore une fois, on revient à ces 60%. Eh bien, on les a. Donnez-nous une garantie et prenez-les. Ou ne les prenez pas. Ils ne les donnent à personne, mais ils vont les traiter, s'en débarrasser et les réduire. C'est possible. Mais alors, quel est le cadre? Quel est le calendrier proposé? Donald Trump ne dit pas qu'il va donner 100 milliards de dollars aux Iraniens. Il dit « Je vais vous donner la première partie des 24 milliards. Et ensuite,
Si vous négociez de bonne foi, je vous donnerai le reste des 24 milliards. Et ça, c'est très problématique. Les Israéliens ont dit aux Palestiniens, si vous négociez et que vous appliquez les accords de bonne foi, je vous donnerai l'État en 1993. Ils ne considèrent toujours pas que les Palestiniens agissent de bonne foi. Cette phrase est très vague et n'importe quoi peut se cacher derrière. Et ça suffit à Donald Trump. Aujourd'hui, il s'est levé et a dit « L'Iran ne négocie pas de bonne foi ». Donc, selon cette phrase, l'accord est annulé. Si on s'en tient à une intention évaluée par l'ennemi, là, il y a un vrai problème. Qui va juger? Et est-ce que ce juge est assez puissant pour imposer quoi que ce soit à l'Amérique? On revient au point de départ. Voilà le problème. Le problème, c'est que personne ne fait confiance à Donald Trump. Même pas les Américains. Les Iraniens ne lui font pas confiance non plus. Et il change d'avis 7 fois dans une seule phrase. Et bien sûr, entre le matin, le midi et le soir. Ce matin, il était extrêmement en colère contre les Iraniens. Il les a attaqués. Attendez quelques heures et regardez ce qu'il va dire ensuite. Et attendez le soir pour voir quel message il va envoyer au marché avant la clôture du vendredi, pour qu'il rouvre le lundi. Dans quel état d'esprit? Positif ou négatif? Il joue sans arrêt sur les mots, volontairement ou pas. Ce n'est pas un homme politique. Il ne comprend pas ce que signifie vraiment une négociation. Et pour confirmer ça, pour lui rendre justice, vraiment, dès le premier jour, Jared Kushner et Steve Mnuchin sont allés négocier avec les Iraniens à propos de l'enrichissement nucléaire de l'uranium. Ils sont revenus en disant que l'Iran avait la capacité de fabriquer 11 bombes nucléaires. Et c'est pour ça que les Américains sont allés bombarder l'Iran. Franchement, on ne peut pas faire plus stupide. 11 bombes, si on passe de 60 à 90%, qu'on fait un essai nucléaire et qu'on a ensuite la capacité de transformer le nouvel uranium à 90%, si ça suffit pour créer 11 bombes, alors on peut les utiliser. Mais si l'Iran avait voulu fabriquer une bombe nucléaire, ce n'était pas possible de le faire entre juin 2025, quand il a été attaqué, et février 2026, quand il a de nouveau été attaqué. Donc voilà, c'est tout le dilemme. Absolument. Oui, tout à fait. Passons maintenant au Liban. Il y a quelques heures, vous avez publié un message sur X qui a vraiment attiré mon attention. Vous avez écrit que le leader druze libanais Walid Jumblat, loin d'être pro-Hezbollah, a déclaré, je cite, « La délégation libanaise chargée des négociations avec la partie israélienne à Washington, mandatée par le président Joseph Aoun, est plus pro-israélienne qu'Israël lui-même. » Fin de citation. Elijah, pouvez-vous développer sur le facteur libanais et sur cette citation en particulier? Parce que c'est en quelque sorte un élément central dans la guerre entre les États-Unis, l'Iran et Israël. D'abord, il faut dire qui est Walid Jumblat. Cette interview a été donnée à Al Jazeera au cours des dernières 24 heures et elle est disponible sur YouTube, accessible à tout le monde. Walid Jumblat est un chef druze, le chef druze incontesté. Il y en a d'autres, mais avec une influence limitée. Ses liens s'étendent jusqu'à Soueïda, en Syrie, aux Druzes d'Israël et à ceux du Liban. Il fait aussi partie du Parti socialiste et il se rend régulièrement en Russie. Au sein du Parti socialiste, il rencontre des dirigeants venus du monde entier. Voilà qui est Walid Jumblat. Walid Jumblat connaît plusieurs premiers ministres israéliens. Il les a rencontrés pendant l'invasion de 1982. J'étais dans le même hôtel que lui en 1982, mais j'étais très jeune à l'époque, pendant l'invasion israélienne. C'est donc quelqu'un qui n'a pas peur de rencontrer les Israéliens. Et il n'est pas anti-israélien. Quand les Israéliens sont arrivés au Liban,
ils n'ont pas touché la montagne Druze qu'il contrôlait avec ses hommes. Il s'est affronté à plusieurs reprises avec le Hezbollah, et il sait très bien que ce n'est pas la voie qu'il veut suivre. En revanche, il entretient d'excellentes relations avec le président chiite Nabih Berri. C'est Walid Jumblat. C'est quelqu'un qui déteste et s'oppose aux sionistes maronites libanais. Et lui, il considère que ceux qu'il appelle les sionistes maronites sont ceux qui négocient en faveur d'Israël contre le Liban. Et j'explique. Le président libanais se voit comme le plus lésé par un accord conclu par l'Iran pour mettre fin à la guerre israélienne contre le Liban. Maintenant, les responsables libanais ne sont pas très malins quand ils disent « Nous voulons que la décision de paix et de guerre soit entre nos mains, pas entre celles du Hezbollah. Le Hezbollah n'a pas la décision de paix et de guerre. C'est Israël qui a cette décision. Depuis des années, dans les années 40, 60, 70, 80, en 2006 et en 2023. C'est toujours Israël qui décide de la guerre, jamais le Hezbollah. Le Hezbollah, lui, réplique. Il répond, parfois après un certain temps, ou bien parce qu'Israël n'a pas respecté l'accord sur la libération des prisonniers, comme en 2006. Mais c'est Walid Jumblat qui avait soutenu la négociation avec les Israéliens. Et il soutient aussi les discussions quand l'Iran négocie avec un rapport de force. Le gouvernement libanais, lui, n'a aucun levier. Le seul levier, et là je ne vous donne pas mon opinion, je vous dis les faits, c'est ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères du Liban, Raji, quand on lui a demandé à la télévision libanaise « Quel levier avez-vous sur les Israéliens pour leur demander de se retirer du Liban et de libérer l'Iran ou les territoires occupés ?» Il dit, et je le cite, c'est sur YouTube, « Le Liban n'a aucun levier économique ni militaire. Nous avons les Américains qui nous aiment. Nous allons, je cite encore, pleurer auprès des Américains, et ils nous aident. » Alors quand vous avez la résistance, à qui les Nations Unies ont reconnu le droit de défendre le pays, quand vous avez un État en échec, selon l'envoyé présidentiel américain Thomas Barak, qui a qualifié le Liban d'État failli, quand le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, a dit aux Libanais, lors de sa visite dans le sud du pays, il y a quelques mois, « Ne me demandez pas de vous protéger, parce que je ne peux pas vous protéger. » Il a aussi déclaré, il y a à peine une semaine, que l'accord avec les Israéliens n'offrait aucune protection, parce que rien n'est garanti. Alors, pourquoi vouloir brûler la carte de la résistance, simplement parce que vous voulez attaquer l'Iran? Le président iranien a dit que l'Iran utilisait le Liban comme monnaie d'échange. Pour la première fois dans l'histoire de l'Iran, ce pays est entré en guerre pour défendre un allié, et non l'inverse. Depuis 1982, dans le monde universitaire, on nous répète sans arrêt que le Hezbollah est un proxy de l'Iran, et que le Hezbollah se battrait pour l'Iran, contre Israël, juste pour lui faire plaisir. Eh bien, on a vu, en juin 2025, que l'Iran est parti en guerre seul. Le Hezbollah a refusé d'intervenir. Et on a vu comment l'Iran est allé en guerre au nom du Hezbollah et du Liban pour arrêter le bombardement des banlieues de Beyrouth, où vivent entre 700 000 et 800 000 Libanais. Et puis, le président et le premier ministre libanais disent « Vous vous mêlez des affaires de notre pays. Nous ne voulons pas que vous négociez. » Eh bien, Walid Jumblat est un peu plus intelligent que ça. Et c'est pour ça qu'il a dit qu'ils sont plus israéliens que les Israéliens. Parce qu'ils refusent tout levier. Le levier qu'ils veulent, c'est offrir aux Israéliens ce dont ils n'oseraient même pas rêver. Ils ont signé un cadre qui dit que le Hezbollah, qui représente plus de 40% de la population, est l'ennemi des États-Unis, d'Israël et du Liban. En gros,
il donne le feu vert aux Israéliens pour combattre le Hezbollah au nom du gouvernement libanais. Et les Israéliens le disent clairement. Ils disent qu'on devrait leur être reconnaissant parce qu'ils font le travail qu'on ne peut pas faire. Le secrétaire d'État américain, Mark Rubio, a déclaré « Nous voulons armer l'armée libanaise avec des armes suffisamment puissantes pour combattre le Hezbollah, mais pas Israël. » Thomas Barak a dit exactement la même chose, qu'ils veulent soutenir l'armée libanaise pour qu'elle combatte le Hezbollah. Et ils ont raison, parce que dès le premier jour de l'entrée des forces d'occupation israéliennes dans le sud du Liban, le président libanais, Joseph Aoun, a ordonné à tous les officiers et soldats de l'armée, sur les 100 kilomètres entre le Liban et le territoire occupé par Israël, de se retirer complètement devant l'avancée des forces israéliennes. C'est ça que voulait dire Jumblat. Elijah, peut-être une dernière question. Je sais qu'on manque de temps, malheureusement. D'après un projet du nouvel accord possible, si j'ai bien compris, les États-Unis s'engageraient à forcer Israël à mettre fin à la guerre au Liban. Évidemment, ça semble très problématique, puisque les États-Unis continuent de permettre à Israël de bombarder Gaza et qu'ils n'ont pas réussi à empêcher Israël d'attaquer le sud de Beyrouth. Donc, il est tout à fait légitime d'être très sceptique à ce sujet, et je suis sûre que l'Iran n'y croit pas vraiment, ou du moins ne le prend pas au pied de la lettre. On vient d'ailleurs de voir plusieurs vidéos montrant de lourdes frappes israéliennes sur un quartier de Gaza. Israël est donc capable de frapper d'autres territoires palestiniens, alors même qu'il semble être dans une sorte de phase de négociation avec l'Iran, qui, lui, veut une fin complète des hostilités au Moyen-Orient. Alors, concrètement, qu'est-ce que l'administration Trump compte utiliser pour empêcher Israël de frapper le Liban si elle n'a pas réussi à atteindre cet objectif auparavant? L'Iran a déclaré avoir demandé, dans le cadre des discussions, que les Israéliens cessent de bombarder le Liban et se retirent de tous les territoires libanais. C'est à ce moment-là que, il y a quelques jours, Donald Trump a parlé à Netanyahou, et selon Netanyahou, qu'il a raconté à ses ministres, Trump lui aurait dit qu'il pourrait devoir poursuivre la guerre seul. Autrement dit, et c'est Netanyahou qui a fait fuiter cette information, c'était un message adressé à Donald Trump. Si tu me mets la pression, je continuerai tout seul. Et s'il continue seul en bombardant le sud du Liban, sans recevoir de munitions des Américains, même si certaines sont fabriquées en Israël, alors il se met dans une situation très difficile. Si les Américains décident de respecter le fait qu'il ne les a pas écoutés et qu'il a poursuivi les bombardements. Ça n'exclut pas du tout que les Iraniens commencent à bombarder Israël en disant « Très bien, on a terminé l'accord avec les Américains. » D'ailleurs, il n'y a pas d'accord. C'est juste un cadre. Et l'accord réel est encore très loin, pas du tout à portée. Mais les Iraniens diront que, comme ils sont déjà allés en guerre une fois au nom du Liban, ils le referont. Ils engageront les Israéliens dans des bombardements, dans une guerre qui obligera les Américains à intervenir de nouveau et à forcer Israël à arrêter les combats. Il faut bien garder à l'esprit que Benjamin Netanyahou est dans une situation très difficile. S'il perd les élections et ne reconnaît pas sa culpabilité dans les 3 affaires de corruption, le président d'Israël ne pourra pas le gracier. Le président d'Israël peut gracier une personne reconnue coupable, mais il faut d'abord qu'elle le soit officiellement. Et la grâce n'est pas garantie, même si Donald Trump fait pression sur le président. Et le président dit, selon la loi, qu'il faut d'abord reconnaître sa culpabilité. Mais s'il la reconnaît, il ne pourra plus se présenter aux élections ni briguer le poste de Premier ministre. C'est là tout le dilemme de Benjamin Netanyahou. Il dit « D'accord, je n'ai pas vraiment réussi à Gaza. Mais en même temps, si, parce que j'ai arrêté la guerre à 53%.
Maintenant, j'en suis à 60% et j'ai donné l'ordre à l'armée d'aller jusqu'à 70. Ça, il peut le vendre. Au Liban, non. Il sait maintenant que l'armée israélienne travaille pour un seul objectif. Arrêter les drones. Ils ne veulent plus du Hezbollah. Ils veulent juste arrêter les drones. Donc cette réduction des objectifs ne va pas lui ouvrir un chemin clair vers le poste de Premier ministre. Pour Benjamin Netanyahou, il préfère donc poursuivre la guerre, occuper la colline d'Al-Tahrir près de Nabatie, relier les zones où se trouvent ses forces, et dire aux radicaux nationalistes israéliens « Regardez, j'ai de nouvelles terres pour vous, vous pouvez les occuper. » Et cela fait partie du Grand Israël. Il ne peut pas s'en sortir si l'Iran n'intervient pas à nouveau. Et ça, Benjamin Netanyahou ne peut pas le garantir. Par conséquent, une nouvelle intervention de Donald Trump sera aussi sur la table. Elijah McNair, merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'espère vraiment que vous reviendrez pour un prochain épisode avec de nouvelles actualités. Je vous recommande vivement de suivre Elijah sur X et de jeter un œil à son site web. Le lien est dans la description juste en dessous. Elijah, encore merci pour votre temps. Merci de m'avoir invité. Je reviendrai avec grand plaisir. Pleasure.